Dans le cadre de la Commission Saint-Pierre de Bailleul, qui se penche sur l'après 40 ans de zonage agricole, nous avons le plaisir d'être reçus à la Malbaie chez Ghislaine Gagnon et Claude Lafleur. Ghislaine et Claude ont connu de très belles carrières à Montréal et j'aimerais d'entrée de jeu que Claude nous parle un peu du passé, à l'époque où ils étaient à Montréal, il n'y a pas très longtemps. D'abord, bonjour et bienvenue à Piroche-sur-Mer. Piroche, c'est le nom de la ferme. Et en passant, Piroche, ça veut dire c'est l'oie femelle. Ici, dans Charlevoix, les vieilles personnes parlaient des oies femelles en disant Piroche. Alors, quand les enfants étaient un peu malcommodes, la grand-mère disait Ousse les piroches. Alors, ça n'a rien à voir avec les roches qui sont dans les champs, il y en avait beaucoup. Il y en a beaucoup. Oui. Alors, ça s'appelle Piroche-sur-Mer parce qu'on est face au fleuve Saint-Laurent. Oui, Ghislaine et moi, on se connaît depuis 36 ans. On s'est rencontrés à Montréal et elle était au Jardin botanique de Montréal et moi, elle a passé 30 ans. Et moi, à ce moment-là, j'étais à la Fédération des producteurs de lait, à l'UPA. Et cette carrière-là, c'est une carrière d'agroéconomiste. Je revenais des États-Unis où j'étudiais au Michigan. Et puis, j'ai poursuivi la carrière en passant par la Fédération du lait, économiste en chef à l'UPA, secrétaire général de l'UPA. À ce moment-là, les directeurs généraux, on les appelait les secrétaires généraux. Et puis, quelques années plus tard, j'étais à la coopérative fédérée, d'abord comme secrétaire général et ensuite comme chef de la direction pendant 8 ans. Alors, essentiellement, j'ai pris ma retraite en 2014 et 2014, on a déménagé ici, à Charlevoix, plus précisément à Pointe-au-Pic, à la ferme Piroche-sur-Mer. Qu'est-ce qui a amené deux personnes qui connaissaient des carrières très intéressantes, très valorisantes aussi, à Montréal, de fait, vous étiez établi à Montréal, à venir vous installer à la Malbaie, dans Charlevoix? C'est une bonne question. En fait, c'était un contrat de vie entre moi et ma compagne. Je suis née aux Éboulements. Donc, pour moi, c'était, ça a toujours été un endroit un peu sacré, là. Et le retour à la terre était très important. Je suis fille d'agriculteur. Ah. Oui, mon père était un petit agriculteur, uniquement 9 vaches, et aux Éboulements. Comme il disait, c'était sur une terre de misère. Où il était... Est-ce qu'il avait placé des terres de Caïn dans le temps? Oui, oui. Et c'est ça, je suis agronome de formation. Je suis allée travailler au Jardin botanique 29 ans. Et vraiment, mon rêve, c'était de revenir dans la région. On a compris ça, que c'était plus qu'un rêve, c'était un contrat, littéralement, que vous aviez. Oui. Et de se trouver une petite terre, pas nécessairement très grande, sur le bord du fleuve pour faire de l'horticulture. Soit ornementale ou maraîchère. Là, le choix n'avait pas été fait à l'avance. Et c'est ça, pendant plusieurs années, on a cherché et on a trouvé ce bijou ici, là, sur la côte Bellevue. Moi, je venais de Trois-Rivières, mais essentiellement, son projet de vie, c'était j'aimerais ça un jour qu'on puisse aller cultiver la terre. Bon, où, à Charlevoix, c'est quand même un défi important. Et sur le bord du Grand Fleuve, ça, c'était compliqué. Le sol, c'est pas les meilleures terres du Québec, mais comme je disais déjà à une amie, tout pousse. Il s'agit d'y mettre ce qu'il faut. Et de l'amour. Et de l'amour, de la matière organique et avoir un petit peu le pouce vert. C'était une terre qui était complètement abandonnée. C'était même un dépotoir agricole, comme il y en avait à l'époque. Il y avait du déversement de lisier de porc aussi. Je dis déversement parce que c'était pas tellement contrôlé. À partir de 2005, on a acheté la terre, on a commencé à la cultiver. D'abord par remettre en ordre l'ensemble de nos terres, drainer, érocher beaucoup. Un travail assez gigantesque. Assez intense. Et à ce moment-là, on n'avait pas de maison, hein, c'était une terre seulement. Puis on avait une petite maison au village qu'on louait. Et lorsqu'on avait des vacances, bien, on voyageait entre la maison. Donc, c'est un projet à long terme qui vous a amené à vous y établir de façon définitive il y a combien de temps? En 2014, lorsqu'on a fait bâtir la maison, elle était finie. La journée où j'ai quitté la Coop fédérée, nous avions les clés
de la maison. Ah bon? Alors, cette maison-là, qui est une maison intégrée à la terre, donc, nous a permis de nous installer et puis faire la culture qu'on voulait faire. Cette année, on a sorti 10 500 gousses d'ail, ce qui est, c'est quand même, c'est tout manuel et tout est biologique. Tout est, donc, on n'est pas mécanisé parce que c'est pas suffisamment gros. Et c'est ça, c'est avec des amis et qu'on fait les récoltes, la plantation. Comme ça, c'est une ferme, mettons ça comme ça, une ferme qui est à la fois maraîchère dans un certain sens, production légumière et un peu de fruits, et grande culture pour la partie de l'autre côté, c'est ça? Oui, l'autre côté, c'est les céréales. C'est les céréales. Oui, les céréales biologiques qui sont faites avec Pierre Dumoulin. On a pris une décision à ce moment-là de se regrouper avec 6 autres personnes, les partenaires de Pierre Dumoulin. C'est la compagnie qui s'appelle comme ça, Pierre Dumoulin. Et les 7 actionnaires se sont regroupés pour permettre la culture de nos terres à nous. Parce que chacun des actionnaires avait des terres. Certains avaient 300 acres, d'autres 400. Il y en a un qui en avait 5000. Et toujours bio? Non, à l'époque, on n'était pas bio à l'époque, là, quand on s'est regroupés. Et lorsqu'on a fait la compagnie, on s'est joint à Pierre Dumoulin, on était bio complètement. Non, mais pour moi, là, c'était important là, de ne pas faire du traditionnel, surtout sur les superficies que l'on a, là. Et pour faire une agriculture, dans le fond, plus humaine, c'est la spécificité là, de l'endroit. Il faut y trouver quelque chose qui est beaucoup plus distinct. On sort des grands espaces, on sort, sauf peut-être les céréales, bien sûr, mais on faut trouver une forme de, comment on dit, de spécificité, justement, de personnalité particulière à une entreprise comme celle-ci, une ferme comme celle-ci. C'est ce que vous arrivez à faire là, actuellement. Oui. Puis en faisant du biologique, ben c'est d'autant plus intéressant pour ceux qui achètent et pour moi, et pour ma famille aussi, parce que c'est important de bien se nourrir. Et puis, on peut le faire, alors pourquoi pas? Puis, c'était important pour nous deux, pour Claude et moi, de faire ce type de... Et ce projet-là a eu un impact important parce que des terres qui étaient abandonnées, qui sont redevenues sous régie agricole. Première année difficile, évidemment, la culture biologique, la transition est toujours longue. Ouais. Et puis, ça prend de l'expertise qu'on n'avait pas nécessairement. Mais avec le temps, c'est la 4e année, on commence notre 4e année, on a atteint une expertise intéressante, si bien que nos champs actuellement sont une grande beauté. Là. Alors, ça a été un petit peu plus difficile. Vous parliez tantôt de la communauté, des inquiétudes de la part des producteurs, à l'effet que des gens qui ont des moyens, parce qu'essentiellement, c'était des actionnaires, c'était le propriétaire de la laiterie Charlevoix, un autre propriétaire avait c'était un entrepreneur, M. Cabot, la famille Cabot ici, était un philanthrope américain. Alors, tout ça a fait en sorte que les producteurs ont craint que nous allions acheter des terres, faire l'accaparement des terres, ce qui n'était pas le cas. Le gros dossier d'accaparement, ou la grosse peur d'accaparement. La grosse peur d'accaparement, mais on n'était pas là-dedans. Donc, suite à une rencontre que j'ai faite avec les producteurs d'ici, bien ça s'est calmé. Et puis, aujourd'hui, je pense qu'on est bien reçus dans la communauté. Nous, dans le cadre de notre démarche, on veut voir aussi qu'est-ce que nous réserve tout le dossier de la protection et évidemment de la mise en valeur des terres agricoles. Quelle sorte de leçons est-ce qu'on peut tirer à partir de votre expérience? J'aime beaucoup votre question parce qu'il y a d'abord l'idée de protection que vous parlez qui est bien importante. Je pense que la Commission a joué un rôle de protection des terres agricoles, mais curieusement, au Québec, elle joue un rôle aussi d'urbanisation. C'est elle qui empêche l'urbanisation d'une certaine manière. Donc la protection est importante. Mais vous avez mentionné un autre mot, une autre expression qui est celle de la mise en valeur. Et c'est cette partie-là qu'il faut travailler le plus parce que on l'a vu dans notre cas, c'est extrêmement difficile et coûteux d'obtenir la permission de faire de l'agriculture. Et je vois des jeunes autour de nous qui sont dans la même situation aussi. C'est très difficile de louer des terres, d'avoir des petits lopins. Évidemment, la Commission craint la fraude. Hein. Ils ont pensé, dans notre cas,
que lorsqu'on aurait eu la oui. permission d'avoir la maison, qu'on arrêterait tout ça, c'était pas le cas. Mhm. Mais il y a des mécanismes qui peuvent Il doit exister. certainement y avoir. Mais j'aime beaucoup cette idée-là de l'évolution d'une commission Mhm. dont la solution aujourd'hui se retrouve dans la pluralité, dans le nombre avec Des les modèles gens, des également. modèles différents, Oui. puis qu'elle évolue dans cette idée-là de mise en valeur de notre patrimoine agricole. Parce que Mhm. dans Charlevoix particulièrement, il y a le tiers de la production, le tiers des terres zonées agricoles ne sont pas exploitables ou exploitées, plutôt. Mhm. Alors ça cause un problème. Donc cette mise en valeur-là, j'aime beaucoup l'idée là, que votre groupe... Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce que représente maintenant le groupe avec lequel vous travaillez, Pierre Dumoulin. C'est beaucoup d'hectares maintenant en céréales. Nous, on cultive pas loin de 550 hectares. On fait surtout du blé de consommation. Et dans Charlevoix, là. Dans Charlevoix. Et ce blé-là est récolté, mis en silo et consommé dans le moulin ancestral qui s'appelle le moulin Larémie, qui est une propriété de la famille Cabot. Un moulin qui a 200, qui est 1820, là, calculez-les, là, ça fait à peu près 200 ans. Exactement. Qu'on a mis en fonction. Donc, on cultive le blé sur nos terres, récolté ici, emmené dans les silos séchés, puis transformé dans le moulin et vendu à nos partenaires. On a des partenaires qui s'appellent À chacun son pain, qui est une boulangerie, aux céréales Charlevoix, pas céréales, mais les viandes de Charlevoix, de Damien Girard. Alors, tous ces clients-là font en sorte qu'à l'intérieur de 10-15 km, on a un circuit fermé complètement. Là, ça part, la maison au chef. Alors ça n'existait pas quand on a pris ça ici, il y a un an. Là. Alors, les Français sont venus, ils ont démonté le moulin, ils l'ont emmené en France, ils l'ont mesuré, ils sont venus. On a tout solidifié le moulin parce qu'il shakeait beaucoup trop. Donc, on s'entend sur le fait que des balises sont toujours nécessaires au niveau de la protection, mais l'acceptation de modèles, de différents modèles d'agriculture serait pour vous est une voie importante d'avenir Moi, pour je les pense régions. que la solution d'aujourd'hui passe nécessairement par cette pluralité-là, qui a déjà été identifiée, on se souvient tous un peu dans le rapport Pronovo. Mais c'est cette continuité-là d'idée de vouloir permettre à des jeunes actuellement qui sont très ambitieux par rapport à l'agriculture, mais pas ambitieux dans le sens de la taille de l'entreprise, mais ambitieux dans le sens de la proximité puis la possibilité de cultiver sur des espaces assez restreints, mais quand même d'en vivre aussi, avec toute une régie aussi biologique, tout ça. Là. Votre expérience, je pense, est un très beau témoignage dans le sens de s'ouvrir à cette diversité-là. Vous avez parlé un petit peu de location, la location de terre, le fait d'être locataire. Est-ce que c'est quelque chose qui, à votre avis, devrait être un peu plus, comment dire, proposé comme mode d'établissement? Si vous me permettez, je vais sortir un petit peu du cadre de l'agriculture pour vous dire que j'enseigne à l'École d'entrepreneurship de Beauce de temps en temps. Et je dis souvent, en me présentant, moi, j'ai défini mon statut social par la possession. La possession d'une voiture, la possession d'une bibliothèque, la possession d'une maison. La possession est importante. Nos origines étaient modestes. Donc, modestes, on voulait prouver qu'on avait réussi par la possession. Alors que j'ai eu 3 garçons qui, pour eux, la possession, en termes de valeur, n'est pas importante. Pourvu qu'il y ait accès. Accès aux livres par l'ordinateur, par l'Internet, accès à la musique, accès. Puis sur les 3, il y en a un qui n'a pas de voiture, les 2 autres ont des voitures qui, pour moi, ne sont pas des voitures. Mais tout ça pour dire que je pense que le milieu agricole est assez imperméable à cette idée-là de possession parce que c'est une valeur tellement profonde, mais à bien y penser, peut-être que la non-possession, mais l'accès est plus important que la possession. Qui implique probablement des ouvertures ailleurs aussi. Dans le financement agricole, il y aurait nos institutions ne sont pas adaptées à cette idée de non-possession-là. Mais moi, je pense que si on veut développer des modèles pluriels de proximité, tout ça, aux côtés des grands modèles aussi, nous aurons besoin d'avoir des changements de culture importants, non seulement dans ceux qui participent, mais dans ceux qui les accompagnent, puis les institutions également.
Puis moi, j'ai continué quand même à œuvrer au sein de l'agriculture, mais pas du tout dans les institutions, mais plutôt dans des petites PME, parce que je suis ange investisseur, donc j'investis dans des compagnies. Je fais aussi du mentorat avec eux. Et on a développé à peu près 6 ou 7 entreprises là, que je suis régulièrement, en plus d'être sur le conseil d'administration de Desjardins Assurance, où je suis vice-président. Et je suis aussi mentor à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Bien. Mais si on revient à l'installation ici, ça n'a pas dû se faire sans certaines embûches, parce que d'abord, d'une part, le projet en termes physiques était considérable. Remettre ces terres-là en production, j'ai une petite idée de ce que ça pouvait être, mais aussi avoir des tractations administratives, des tractations juridiques. Parlez-nous de ça. Oui. D'abord, je vais vous dire que l'accueil était assez chaleureux de la part des agriculteurs du coin, parce qu'il y a plusieurs qui me connaissaient, évidemment. Et puis, lorsqu'on s'est installé, on a eu des conseils de gens là, qui étaient proches de l'agriculture. Le plus gros problème pour nous autres, assez ironiquement, a été avec la CPTAQ, la Commission de protection du territoire agricole, parce qu'avant d'acheter la terre, elle appartenait à quelqu'un de la ville qui aurait voulu bien la dézoner et puis bâtir, parce qu'on a une vue assez spectaculaire sur le fleuve. Elle a essayé pendant 5 ou 6 ans sans succès. Alors moi, j'ai pu acheter la terre parce qu'elle n'était pas dézonable. Mais ironiquement, on demandait, Ghislaine et moi, la possibilité de pouvoir bâtir, ce qui n'était pas possible dans les règles de la Commission de protection du territoire agricole. Mais quelles étaient ces règles-là? Pourquoi? Essentiellement, on n'avait pas le nombre d'hectares suffisant. On avait 54 hectares. Il en aurait fallu 100. On ne répondait pas non plus aux critères là, habituels de l'agriculteur typique, qui gagne sa vie avec ça, que son salaire dépend de ça, que la maison allait être modeste, tout ça. Tous ces critères-là qui existaient ne nous permettaient pas d'avoir ce... De construire une maison. On ne voulait pas de dézonage, on voulait la maison incorporée. Il a fallu habiter ailleurs, finalement. Oui. Alors, on a fait 4 demandes sur 7 ans et les 4 demandes ont été refusées. À un moment donné, c'est le comité agricole qui était assez... qui nous a soutenus quand même dans ces démarches-là, le comité agricole du coin. Et c'est avec la ville de la Malbaie qui ont fait un programme spécial qui était possible avec la commission et qui finalement a permis l'autorisation de nous bâtir ici sur la terre. Alors c'est comme ça que ça s'est fait. Ça s'est fait dans une certaine douleur, mais avec beaucoup de patience parce que je comprenais la difficulté de la commission. La commission dont j'endossais, j'ai toujours endossé les prémices de base, la protection. Sauf que, comme on dit souvent, la solution d'hier devient souvent le problème d'aujourd'hui. Ce qu'on a trouvé difficile, c'est que Charlevoix était passablement morcelé. Les grandes terres agricoles de 100 hectares n'existaient pas. Et sans la permission que nous, on s'installe, puis que des jeunes aussi s'installent avec des petites superficies, l'agriculture de Charlevoix allait disparaître. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a eu une conscientisation de la part de Ghislaine et moi qu'on devait s'impliquer, non seulement ici, sur la terre, mais aussi dans notre communauté. Mais dans le milieu. Dans le milieu. Mais au départ, est-ce que le milieu vous regardait, je ne parle pas des instances, mais le milieu comme tel vous regardait de façon favorable, comme arrivé quand même des gens de la ville, même si Ghislaine était... Parce que j'étais connu du monde agricole et parce qu'aussi dans certaines occasions, j'avais défendu des causes agricoles, on était bien reçus par les gens. Ça, c'était la partie lorsque il s'agissait de notre ferme à nous. Évidemment, dans le projet communautaire que je vous parlais tantôt, c'était un petit peu plus difficile à ce moment-là. Mais dans l'accueil comme tel, c'était très, très accueillant. Si on regarde ça aujourd'hui, beaucoup de choses ont été faites. D'abord, on ne peut pas reconnaître l'endroit 12 ans plus tard ou 14 ans plus tard. Il y a eu un énorme développement agricole, céréales. Parlez-nous d'autres justement de l'impact qu'a pu avoir votre installation sur un territoire qui était de moins en moins agricole. On était dans l'ère du temps, c'est-à-dire qu'on était 2 agronomes qui avaient décidé de faire de l'agriculture
Et la production biologique s'est imposée à nous parce que nos clients, qui étaient des clients de proximité, demandaient des produits qui n'avaient pas de pesticides, pas de produits de synthèse, pas d'herbicides. Alors, avec le temps, on est devenus des producteurs à régime biologique là, sévère. Et le rayonnement que ça a fait, c'est qu'on a réussi à vendre des produits de proximité aux gens qui sont autour. Là. Je dirais dans un rayon de 5 à 6 km, à tous les jours, des gens, des amis, des connaissances venaient chercher des produits de ferme ici. Et à l'occasion aussi, Ghislaine, avec ses anciennes connexions au Jardin botanique, allait au Jardin botanique pour vendre de l'ail. Mais essentiellement, encore aujourd'hui, les gens viennent chez nous. C'est une de ces grandes spécialités, l'ail. L'ail, c'est la spécialité ici. Les bleuets, les framboises sont vendus à une boulangerie à Rivière-du-Loup. Hein? Et ça, c'est la partie maraîchère. Et on a une partie aussi céréalière. Oui, grande culture que vous faites. Et on a là. eu 2 étapes là-dedans. La première étape, les premières années, on a fait drainer, on a organisé la terre correctement, nivelé aussi. Et on a fait faire ça à forfait, du blé de consommation humaine. Ça a été 3 années d'échecs avec beaucoup de pertes financières, essentiellement parce qu'on n'avait pas de machinerie. Et c'était des travaux à forfait. On était toujours les derniers. Puis Oui, c'est bien sûr, naturel. bien Nous, on ne sûr. gagnait pas notre vie essentiellement avec ça. On sert Mais d'abord. on se sert d'abord. Puis semer le 30 juin, ce n'est pas une bonne idée. Et les récoltes ici, l'hiver prend vite, de sorte qu'on a eu beaucoup de difficultés à faire de la production de blé. En fait, ça n'a pas marché. On a eu des productions très, très faibles. Et on est obligé d'abandonner. Et ça nous a attristé beaucoup parce que ces terres-là, c'est des terres qui ont été labourées, qui ont été ouvertes par les colons, comme on dit. Bien, merci beaucoup, Ghislaine Gagnon. Merci. Et également, félicitations pour toute l'énergie que vous avez, tous les deux, dû mettre pour faire de cet endroit-là qui n'était pas en production du tout, ce qu'il est aujourd'hui, à la fois en production et pour les yeux, c'est un véritable spectacle. Merci beaucoup. Merci. Merci Claude Lafleur, merci Ghislaine Gagnon de nous avoir reçus chez vous et de nous avoir fait faire une sorte de tour de jardin dans un sens au niveau plutôt de la modélisation de notre agriculture du Québec. Alors merci, c'est un grand M. plaisir. Saint-Pierre.